Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue donc dans la série de physique semi niveau troisième avec le chapitre sur le travail et puissance mécanique. Ok, donc nous allons commencer par le travail mécanique. C'est quoi le travail mécanique? Donc, on commence par la définition du travail mécanique. Donc, le travail mécanique, on appelle travail d'une force et une force dont les points d'application se déplacent sur une droite d'action. Son travail de cette force-là, c'est le produit de l'intensité de la force multiplié par la longueur du déplacement. J'espère que vous vous rappelez des caractéristiques d'une force depuis la quatrième. Donc, on vous a dit qu'une force a les points d'application et a l'intensité, c'est-à-dire en combien de newtons, direction, qui est la droite, qui porte la force, et l'essence de la force. Donc, ici, pour savoir le travail d'une force, on prend la force, l'intensité de la force qui s'exprime en newton, d'après ce que je viens de rappeler, multiplié par la longueur de déplacement de la force. Voilà. Donc, c'est comme ça on calcule le travail d'une force. Je prends ici un chariot. Vous voyez ici un chariot, les deux roues, des axes qui sont là, des roues. Donc, voici un chariot. Si on prend une force, cette force F, qui est là, en train de tirer, par exemple, cette chariot-là. Peut-être c'est un animal qui tire, ou bien c'est un homme qui tire, ou bien c'est une machine. En tout cas, il y a une force qui tire ce chariot-là, pardon. Et cette force-là a une valeur, une intensité. Peut-être c'est 100 newtons, peut-être c'est 50 newtons, c'est 80 newtons, on ne sait pas. Maintenant, sur quelle distance cette force-là va tirer ce chariot-là? Sur une longueur de 100 mètres? Est-ce que c'est 1 kilomètre? Est-ce que c'est 2 kilomètres? C'est 100 kilomètres? Donc, l'intensité de la force multipliée par la longueur de déplacement là, va nous donner le travail que cette force-là fournit. Si on vous dit de prendre et pousser une charrette du robinet jusqu'à la maison, par exemple, si le robinet qui est dans les quartiers, une bonne fontaine, et vous poussez jusqu'à la maison, par exemple. Donc, la force que vous avez utilisée pour pousser, multipliée par la distance entre la bonne fontaine et la maison, ça fait votre travail. C'est ce que vous avez fait comme ça, comme travail. Voilà, travail de votre force. Ok. Donc, voici comment ça s'écrit. Donc, le travail, le symbole du travail, c'est W. Quand on vous dit intensité, I, tension, U, puissance, P, énergie, E, voilà, le travail, c'est W. OK? Donc, travail W égale à donc la force, l'intensité de la force multipliée par L. Donc, W, c'est le travail. Et le travail s'exprime en joules. Quoi d'autre s'exprime en joules? On a vu l'énergie électrique qui s'exprime en joules. On a vu la chaleur qui s'exprime en joules. Donc, tout ce qui s'exprime en joules, en réalité, ce sont des énergies. Donc, quand vous poussez votre charrette là, vous avez dépensé de l'énergie. Ou bien, si vous avez travaillé. Travailler, c'est dépenser de l'énergie. Donc, le travail W s'exprime en joule. Travail mécanique. On est d'accord? Voilà. Donc, le W là, c'est le travail. F qui est là, c'est l'intensité de la force qui s'exprime en newton. Je viens même de le rappeler. Et maintenant, L, c'est la longueur du déplacement en mètres. Il faut faire attention aux unités. On a dit la longueur en mètres, la force en newton et le travail sera en joule. Donc, si on vous donne une force qui s'exprime en kilonewton, il faut la convertir en newton. Si on vous donne une distance en kilomètres, il faut la convertir, cette distance-là, en mètres pour pouvoir avoir votre travail en joule. OK? C'est clair? Voilà. On continue. Deuxième point. On va parler maintenant de la nature du travail d'une force.
Voilà. On a vu la définition du travail d'une force. Maintenant, on va voir la nature d'une force. On a principalement trois types de forces. On va parler d'abord en première position d'une force motrice. Donc, un travail moteur. On a vu un travail, c'est quoi la définition? Force multipliée par distance. Maintenant, c'est quoi un travail moteur? Donc, le travail d'une force est dit moteur, un travail moteur, lorsque la direction de la force et les déplacements sont confondus. C'est-à-dire que la direction de la force et le déplacement sont dans le même sens. D'accord? Je prends un exemple. Voici un truc comme ça. Donc, notre chariot là, le chariot qui est là, le déplacement, voici la flèche du déplacement, c'est dans ce sens. Donc, le chariot là va se déplacer dans ce sens en allant comme ça, de gauche vers la droite, si vous voulez. Et vous voyez cette flèche là, cette flèche, son sens aussi, le sens de cette flèche aussi, c'est la même chose que le sens du déplacement. Donc, le travail que cette force là fournit là, c'est un travail moteur. Voilà. Ça déplace, moteur, ça déplace l'objet. Ça favorise le déplacement de l'objet en réalité. C'est pour cela qu'on appelle travail moteur. Donc, imaginez que c'est vous qui êtes en train de tirer ici, ce chariot-là, et il y a un enfant qui tire derrière, dans le sens opposé, comme ça. Donc, vous voyez que cet enfant-là, ce que le travail que l'enfant fournit, c'est un peu contraire aux choses, à vous, votre travail. Parce que vous cherchez à faire avancer le chariot dans le sens voulu, alors que l'enfant cherche à faire reculer le chariot. Voilà, si votre force n'est pas assez forte, qui dépasse celle de l'enfant, l'enfant risque d'arrêter le chariot ou de carrément l'amener en arrière. Donc, force motrice, retenez que le déplacement, la force aide au déplacement, c'est-à-dire la force est dans le même sens que le déplacement. On va parler maintenant d'une force résistante. L'exemple que j'ai donné tout de suite avec l'enfant qui est derrière là, ça c'est un exemple d'une force résistante. Parce que la force que l'enfant va fournir là est opposée au déplacement. Donc, le travail d'une force résistante est dit résistant lorsque la direction de la force est opposée à celle du déplacement. Ici, vous voyez le déplacement ici? Le déplacement est là, dans ce sens. Mais la force est dans ce sens. Donc, cette force-là, elle fournit un travail résistant. Voilà. Donc, c'est une force résistante, si vous voulez. OK? Troisième type de force, le travail nul. Troisième type de travail, c'est le travail nul. Quand est-ce que le travail est nul? Le travail d'une force est dit nul lorsque la direction de la force est perpendiculaire à celle du déplacement. C'est très simple. Voici le déplacement qui se fait comme ça. Que ce soit, dans ce cas, que ce soit à gauche ou bien à droite, vous voyez la force qui est là, perpendiculaire au déplacement. Donc cette force-là, en réalité, cette force ne travaille pas. Je prends un exemple. Si vous êtes en train de pousser ou bien de tirer un chariot, et puis il y a quelqu'un qui monte là-dessus. La personne qui a monté là-dessus, là, le poids de cette personne, c'est comme une force aussi. Mais ce poids-là ne travaille pas. La personne ne travaille pas. Ça ajoute juste le poids. Donc, 3 cas. Travail moteur. La force est dans le même sens que les déplacements. Donc, cette force-là, elle est dite une force motrice aussi. Travail moteur, force motrice. Deuxième cas, le cas où le travail est résistant. Dans ce cas, la force est opposée au déplacement. Donc, la force n'aide pas au déplacement. Donc, c'est une force résistante. Un travail résistant, une force résistante. Troisième cas, un travail nul. Donc, ça, c'est quand la force est perpendiculaire au déplacement, comme dans ces cas-là. Voilà. Donc, vous connaissez tous les trois cas possibles.
Ok, toujours dans le travail, hein, on va parler maintenant du travail du poids d'un objet. Le poids, c'est une force aussi, une force très spécifique. Vous avez vu le poids en quatrième. Donc, quel est le travail du poids? La formule du poids aussi, vous connaissez, ça fait mgh. Ou bien, voilà. Poids, c'est sur seulement l'intensité de la présence. Quand vous lancez un caillou, le fait que le caillou là retombe sur la terre là, ça veut dire que c'est son poids qui le tire vers le bas. Donc, on prend ici un objet qui va se déplacer des points A au point B jusqu'au point C et arriver au point D. Donc, vous voyez, l'objet va faire comme ça. Et cet objet-là, c'est cet objet-là qui est là. OK? Donc, là, c'est le niveau du sol, si vous voulez. Cette ligne-là. OK? Supposons qu'il y a une planche qui est là. L'objet va descendre comme ça, couler sur le sol et monter sur une autre planche ici. Donc, cette ligne-là et cette ligne-là, on considère qu'ils sont des planches, par exemple. C'est juste un exemple. Ben, un terrain de jeu des enfants. Donc, l'objet va quitter ici, passer par B et par C, avant d'arriver au point D. OK? Donc, l'objet ici a une masse qu'on va appeler M. M, M, M. Cet objet-là, peut-être c'est une balle, par exemple. On considère que c'est une balle. Et masse M. OK? Donc, le problème du poids, voici les déplacements. Vous voyez cette flèche-là qui montre les déplacements. Puis il part de A à B. Donc, dans ces cas-ci, là, voici les déplacements. Comment les déplacements? Là, maintenant, il va aller de B à C. Donc, le déplacement sera dans ce sens. OK? Maintenant, de C à D, voici le sens du déplacement. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le poids. On s'en fout des forces, des autres forces qui sont impliquées, les forces qui font déplacer l'objet ou pas. Et ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le poids même de l'objet. On est d'accord? Voilà. Le poids de l'objet. Quand vous prenez ici, dans ce cas, comment le poids sera orienté? C'est comme ça. Donc, quand l'objet sera en train de descendre ici, dans ce sens, puisqu'il se déplace, donc on est d'accord que ici, le point A est haut et le bas, c'est le point D. Donc, quand l'objet sera en train de descendre, son poids sera là, présenté dans ce sens, toujours vers le bas. Ici, pareil, le poids, lui, il s'en fout. Il est toujours présenté vers le bas. Ici aussi, ça sera pareil. Le poids, toujours vers le bas. On est d'accord? Donc, l'objet va faire le trajet comme ça, là, de A jusqu'à D. Son poids sera toujours orienté vers le bas. Voilà. Maintenant, nous allons considérer ces cas uniquement. On va prendre cas par cas. Le cas où l'objet est en train de descendre, parce que quand il quitte de A en B, là, de A vers B, l'objet est quitté en haut, en une position plus élevée et part vers une position moins élevée que la position précédente. Donc, l'objet va descendre en quelque sorte. OK? Dans ces cas-là, le poids au cours de la descente, donc ça c'est une descente, le travail du poids est moteur. Pourquoi? Parce que quand de A à B, vous voyez que le poids là va contribuer à tirer l'objet vers le bas. Voilà. Cette force-là va contribuer à tirer l'objet vers le bas. Donc, c'est le cas du parcours AB entre point A et point B. En ce moment, le travail du poids, MGH, toujours. MGH, et tout de suite là, j'utilisais que le poids égale à MGH. Le poids égale à MG. MGH là, c'est le travail du poids. Ok? Je trompe facilement. Mais je pense que vous avez compris. Ok, allons-y. Le poids, le travail du poids, ça fait M fois G fois H.
avec les M là, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. C'est masse là, M en kilogrammes. OK? G, c'est l'intensité présentée. En troisième, on vous dit de prendre G toujours égal à 10 newtons par kilogramme. Mais le H là, c'est la hauteur du déplacement qui est là. J'ai mis H ici. Donc, entre A et B, c'est la hauteur du déplacement. C'est-à-dire, si vous voulez, vous prenez, vous trouvez facilement la hauteur du déplacement, c'est simple. Hauteur entre A et puis B. Comment vous faites? Si vous voulez trouver ça facilement, tracez les deux droites parallèles passant par A et B. Droite, si vous voulez, vous placez une droite comme ça. Et une autre droite comme ça. La première passe par A, la deuxième passe par B. Et la perpendiculaire aux deux droites. Par exemple, une droite qui sera perpendiculaire aux deux droites là, va vous aider à trouver la hauteur. Voilà. À différents niveaux. Donc, c'est juste cette hauteur là. Donc, le déplacement là, malgré que le déplacement c'est A et B, le poids à travailler seulement ici à ici, cette hauteur uniquement. C'est pas A, B vous allez faire. Donc, poids, c'est toujours MGH. Le travail du poids, MGH. Même si la longueur, là, est jusqu'à, oh là là, on s'en fout. On regarde juste la différence de hauteur entre les points d'origine et les points d'arrivée. C'est comme ça. Hein? Maintenant, on prend ces cas-là, le deuxième cas. On va prendre ces cas-là maintenant. Dans ces cas, le déplacement est horizontal. Donc, le travail du poids est nul. Parce qu'ici, il n'y a pas de H. Entre B et puis C, est-ce qu'il y a une différence de hauteur? Non. Et vous voyez que le travail est perpendiculaire au déplacement, c'est-à-dire perpendiculaire à la droite PC. Et on vient juste de voir, de dire que quand la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Donc, dans ces cas-ci, là, entre B et C, travail du poids est égal à 0. Dernier cas maintenant, troisième et dernier cas, ces cas-là. Donc là, c'est entre C et D. Là, c'est une montée. Donc, au cours d'une montée, le travail du poids est résistant. Parce que quand notre objet de masse M va vouloir monter, le poids a tendance à tirer l'objet vers le bas, en fait. Donc, il monte, mais le poids a tendance à tirer vers le bas. Vous voyez? Le poids a toujours tendance à tirer vers le bas. Donc, si vous êtes en train de monter, par exemple, si vous êtes en train de monter une colline, votre poids est toujours en train de vous tirer vers le bas. Donc, en ce moment, le travail que votre poids va effectuer sera un travail résistant. Par contre, si vous descendez de la colline, par exemple ici, c'est une descente, le poids va contribuer à vous pousser, à vous tirer vers le bas. Donc, si vous ne faites pas attention, vous pouvez dégringoler facilement aussi de la colline. Voilà. Donc, ici, c'est une montée. Donc, le poids est résistant. Le travail du poids est résistant. Donc, le travail du poids est résistant. Donc, c'est entre C et D. Parcours C et D. Donc, toujours, la formule ne change pas. MGH. Voilà. Maintenant, le H ici, c'est ça. Le H est là. C'est cette hauteur maintenant. Entre D et ça. Donc, j'ai expliqué ici comment avoir la hauteur entre deux points. Voilà. Si vous voulez, c'est la perpendiculaire là. Perpendiculaire à cette droite passant par le point D. Vous allez trouver votre hauteur. Voilà. M, c'est la masse, toujours. G, 10. Et puis H, c'est la hauteur. C'est la différence de niveau entre les deux points.
OK? Voilà. Donc, j'espère que c'est bon. Retenez seulement que pour le poids, le travail, c'est mgh. Ça, c'est la formule. M, c'est la masse en kilogrammes. G, prenez 10 newtons par kilogramme. H, c'est la hauteur, la différence de niveau. C'est la hauteur parcourue. C'est la hauteur entre les deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Et pour trouver cette hauteur, je vous ai expliqué, vous pouvez tracer deux droites parallèles passant par les deux points, point arrivé et point départ, et vous cherchez la perpendiculaire, la distance entre ces deux droites-là. Voilà. Et quand vous êtes en train de descendre, le travail du poids est moteur, parce que le poids est en train de a toujours tendance à vous tirer vers le bas. Et si vous êtes en train de monter, en ce moment, le travail du poids est résistant, parce que vous montez, mais le poids a tendance à vous tirer vers le bas. Maintenant, si c'est un déplacement horizontal, le travail du poids est nul. En ce moment, le poids ne travaille pas. Donc, ça, c'est un petit résumé. Pour ce qui passe, le poids, c'est un peu spécial pour le poids. Ok, on continue, hein. Donc, maintenant, on va parler de la puissance du travail. Puisqu'on vient de voir que le travail s'exprime en joule. Ok, ou bien, force, travail, le travail s'exprime en joule. La formule qu'on a vue, on a vu W égale à F fois L. Avant de voir le travail du poids. Le poids aussi, mgh, et son travail aussi, c'est en joule. Voilà. Donc, c'est comme une énergie. Donc, si vous avez une énergie, quand on a vu puissance et énergie électrique, pour avoir la puissance là-bas, on a fait juste énergie divisée par le temps, non? Donc, ici, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, votre énergie, c'est le W. C'est le travail. Donc, définition, la puissance mécanique est le quotient du travail mécanique et du temps mis pour accomplir ce travail. Très simple. Donc, puissance mécanique égale à W mécanique, travail mécanique divisé par temps. Donc, P mécanique, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça là, hein, mécanique là, hein, méca là, vous n'êtes pas obligé. Donc, ça, c'est la puissance et s'exprime en watts. Voilà, la puissance s'exprime en watts. Et W, c'est le travail qui est en joule. On a vu ça précédemment. Et le temps en secondes. S'il vous plaît, respectez les unités. Si vous ne respectez pas les unités, vous n'allez pas trouver les bons résultats, les bonnes valeurs. Voilà. OK? Si votre travail est en joule et le temps en secondes, vous allez avoir votre puissance en watts. Donc, quand on vous donne travail en kilojoules, il faut convertir en joule. Et si on vous donne, par exemple, le temps en heure ou bien en minutes, il faut convertir en secondes. Si tout ça là est dans ces unités-là, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, il faut convertir. Il y a autre expression pour la puissance aussi. Dans le cas de travail mécanique, puissance mécanique, il n'y a pas que cette formule pour la puissance mécanique. Il y a cette formule aussi. Vous pouvez écrire la force F fois V. F et P là, c'est toujours la puissance mécanique en watts, bien sûr. Et F, c'est la force, l'intensité de la force en newton. Et V là, c'est la vitesse de déplacement. C'est la vitesse à laquelle, voilà. Si vous prenez par exemple, tout de suite, ce que je viens de dire, si on vous dit d'aller tirer une charrette entre la bonne fontaine et le robinet, où vous allez puiser l'eau là, jusqu'à la maison. Donc, si vous êtes deux personnes et l'autre par exemple, l'autre est plus robuste. Le premier est plus robuste, il a plus de force et lui, il court, par exemple, avec la charrette jusqu'à arriver à la maison. Peut-être vous n'avez pas assez de force comme ça, vous marchez normalement jusqu'à arriver à la maison.
Donc, c'est pas avec la même vitesse. Même si vous avez les mêmes forces, par exemple, si vous n'avez pas fait le travail avec la même vitesse, ça ne sera pas les mêmes puissances. Parce que imaginez-vous que l'autre sera plus rapide. Donc, lui, il va arriver avant vous. Même si vous faites W divisé par T, vous allez voir que les puissances seront différentes. Voilà. Donc, si la personne part plus vite, ça veut dire qu'elle a une puissance plus élevée. Donc, c'est à cette formule aussi pour les cas de puissance mécanique. Attention, ça, c'est puissance mécanique, hein. On n'a pas dit puissance électrique. Okay? Quand on vous a montré puissance électrique, quand on vous a parlé de puissance électrique, on vous a dit que c'est énergie électrique là, divisé par temps. Ça, c'est puissance électrique. Maintenant, puissance mécanique, vous avez deux formules. Travail mécanique, qui est une énergie divisée par temps, ou force, l'intensité de la force multipliée par la vitesse. Vous pouvez faire ça aussi. OK? Toujours les unités, il faut respecter. Vitesse en mètres par seconde, force en newton. Vous allez avoir votre travail en watts. Et votre puissance en watts. OK. Je pense que c'est compris. On va parler maintenant de travail mécanique et puissance mécanique dans le cas d'une rotation. Parce que depuis, on parle d'une droite, ou en tout cas d'une ligne, que vous montez ou vous descendez ou vous allez horizontalement. On a parlé d'abord, on a surtout parlé d'abord du début de cette vidéo, depuis le début du chapitre, des, des trucs, des travaux peut-être qui ne sont pas dans le cadre d'une rotation. Donc, je prends un exemple. Si vous êtes en train d'utiliser une poulie, vous allez dire un trait, le trait, on a vu dans la vidéo précédente, et vous êtes en train de tourner, vous travaillez aussi. Même si vous n'êtes pas en train de vous déplacer, vous tirez quelque chose. Voilà. Le fait de tourner une manivelle, par exemple, vous travaillez, ou bien, on est d'accord. Donc, dans ce cas-là, quel sera votre travail? Quelle sera la puissance de votre travail? Donc, c'est très simple. S'il s'agit d'une rotation, c'est la même formule, sauf qu'au lieu de mettre L là, vous mettez D pi R N. Et ça se démontre très facilement. En réalité, le D pi R là, si vous voyez bien D pi R, c'est la formule de la circonférence d'un cercle. Périmètre d'un cercle, c'est D pi R, non? R étant les rayons. Maintenant, si vous faites un tour, c'est que vous avez fait la distance là une fois, le périmètre une fois. Si vous faites deux tours, vous avez fait le périmètre. Je prends par exemple là, c'est un cercle. Un tour, deux tours, trois tours. Donc, vous voyez que le 1 là est là pour le nombre de tours. Sans même dire, vous imaginez déjà. Donc, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de F fois L, le L là, vous le remplacez par ça. Donc, R, c'est les rayons en mètres. Toujours les unités, c'est important. N, c'est le nombre de tours. Pi, 3,14. Voilà, on vous permet de prendre ça. Donc, en ce moment, le W là, le travail, on le dit F fois L. Le L là sera remplacé par ça. D pi R fois N. Donc, ça fait F fois D pi R N. Donc, j'ai déjà expliqué le D pi R là. C'est le périmètre de votre, on a dit rotation, non? Rotation, le périmètre de votre rotation là, si je peux dire ça comme ça. Et le N, c'est le nombre de fois que vous avez fait la rotation. Voilà. Si vous êtes en train de tourner une manivelle, donc vous tournez une fois, ça fait D pi R. Vous tournez deux fois, voilà. Ça multiplie le périmètre là par le nombre de tours. OK? Donc, évidemment, si le travail s'exprime comme ça avec cette formule, pour la puissance, il suffit juste de prendre ça et puis vous divisez par le temps et puis le tout est gagné.
Donc, puissance W sur temps. Donc, ça sera tout ça là, et divisé par le temps. Voilà. Ok, je pense que c'est bon. C'est la fin de ça. Voilà, on a vu, on a fait le tour. On va faire juste des petits exercices là, et puis c'est bon. On va terminer cette vidéo. Donc, question de cours d'abord. La première question, petit 1, on vous demande de définir le travail d'une force. Donc ça, la question de cours, là, on peut répondre directement et facilement pour aller vite. Donc, travail, définir le travail là. On a vu les tout premiers points qu'on a discuté dans cette vidéo. Le travail, donc, c'est le produit de l'intensité de la force multiplié par la distance de déplacement. OK? Voilà. Donc, donner la relation mathématique. Relation mathématique qui permet de calculer ça là, c'est W égale à F fois L. F et W étant là, le travail, F étant l'intensité de la force et L étant la distance parcourue. Deuxième question, dans quelles conditions le travail d'une force est dit résistant? Travail résistant, c'est lorsque la force est opposée au déplacement. Travail moteur, c'est lorsque la force aide au déplacement. La force et les déplacements sont dans le même sens. Travail nul, c'est lorsque la force est perpendiculaire au déplacement. OK? On vient de voir tout ça là tout de suite. Troisième point, définir la puissance mécanique d'une force. Puissance mécanique, donc, c'est le travail divisé par le temps. Travail mécanique divisé par le temps nécessaire pour fournir ce travail. Voilà. Donc, petit b, donner la relation mathématique qui permet de calculer la puissance là. Donc, P égale à W divisé par T. Vous n'êtes pas obligé de mettre méca là. Non. Donc, ça, c'est la formule mathématique. Quatrième point, donner une relation mathématique qui permet de calculer le travail mécanique d'une force au cours d'une rotation. Voilà. Au cours d'une rotation, on a dit il faut remplacer les L là par D pi R N. Voilà. N, c'est le nombre de tours. Donc, en ce moment, vous faites W égale à F fois D pi R fois N. R, c'est le rang. N, c'est le nombre de tours. Et la formule là, donc, bon, la formule, c'est ce que je viens de dire. Hein. Voilà. La puissance, là, on parle de puissance. Donc, puissance ici, ça va faire W divisé par T. Donc, le W étant F fois D pi R fois N. Donc, on aura puissance égale à F fois D pi R N, le tout divisé par T. Je pense que c'est tout pour les questions de cours. Donc, ça peut venir à l'examen. Ok. On va commencer maintenant l'exercice 1. On considère la figure, cette figure-là. Vous voyez une figure, un chariot, on a un chariot, on a une force F1, on a une force F2, et on a le poids ici. Peut-être c'est du sable qui est là, et ça c'est une brouette peut-être, une charrette, on ne sait pas. Mais on a dit que le chariot là se déplace de gauche vers la droite. Donc vous avez déjà le sens du mouvement. Il faut essayer déjà de garder ça en mémoire. Si vous voulez, vous pouvez représenter ça. De gauche vers la droite. De gauche vers la droite. OK. Donc, la longueur, on a dit 1 km. Donc, L égale à 1 km. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quand vous avez les longueurs là en kilomètres, il faut être prudent de convertir ça en mètres. Immédiatement même. Donc, petit premier point. Donner le travail. Définissez le travail d'une force. Bon, ça, c'est question de cours aussi. Hein? On vient de définir ça. Voilà. Longueur, l'intensité de la force multipliée par longueur de déplacement. Donner la relation mathématique. W égale à F fois L. Donc, les questions de cours là. Ça, c'est toujours dans question de cours. Maintenant, dans quelles conditions le travail d'une force est dit résistant? Ça aussi, on a répondu tout de suite. Quand la force et les déplacements sont opposés. Moteur, quand la force et les déplacements sont dans le même sens. La force aide au mouvement, tout ça. Nul quand la force est perpendiculaire. Ok, le troisième point, peut-être on a besoin de faire des petits calculs. Calculer le travail effectué par une charrette et par chacune des forces. On dit F1 égale à 1750 newtons. F2 égale à
50 newtons. P, c'est le poids, égale à 100 newtons. Donc, on demande de calculer voilà, le travail de chacune de ces forces. Quel est le travail? Quel travail est moteur, résistant et nul parmi ces forces-là? Donc, avec le déplacement qui est dit 1 km et l'essence du mouvement, vous pouvez répondre à ces questions-là. Mais on va répondre ensemble quand même. Quatrième question, on dit la durée du déplacement a duré. Le déplacement a duré 2 minutes 15 secondes. Définir la puissance mécanique d'une force. Donc, puissance WCT. Donner la relation mathématique qui permet de calculer la puissance d'une force. Donc, W divisé par T là. Toujours. Calculer la puissance développée par chaque force. Donc, puissance, vous prenez le travail de chaque force. Le travail que vous avez calculé ici là. Vous divisez par le temps, qui est 2 minutes 15 secondes. Rappelez-vous toujours, il faut convertir. Donc, on vous a dit que le temps doit être en quoi? En secondes. Voilà. Donc, dans ce cas-là, dans notre cas, on va répondre à partir de la question numéro 3. Petit a, le travail effectué par chacune des forces. Donc, on a les valeurs des forces là, qui sont là. Donc, WF1, c'est-à-dire travail de la force F1. Donc, ça fait F1, la force elle-même, l'intensité de la force multipliée par L. Donc, la force, on nous a donné, ça fait 1750 newtons. L, c'est 1 km. Vous convertissez les 1 km là, longueur d'1 km, vous convertissez les 1 km en mètres. Donc, pour ce faire, vous devez multiplier ça par 1000. Vous pouvez faire les tableaux de conversion. Il y a ça aussi, les gens, il y a d'autres qui ne comprennent pas comment faire les tableaux de conversion là. Comment convertir des kilomètres en mètres. Ça, c'est carrément un autre truc. Parce que ça, c'est depuis l'école primaire que vous faites ça. Donc, 1 mètre, pour convertir, 1 kilomètre, pour convertir en mètres, vous multipliez par 1000. Donc, ça va faire 1000 mètres. Donc, voici pourquoi on a 1000 ici. Donc, en multipliant la force en newton, la distance en mètres, vous allez avoir votre travail en joule. C'est une énergie. Et vous appliquez la même chose. Comme c'est toujours la même distance, que toutes les forces là ont effectué, donc vous allez voir que la distance est toujours 1000. Donc, ici, F fois L, le FD ici c'est 50, et ici, la distance 1000. Donc, ça fait 50 000 joules. Mais là, au niveau du poids là, on voit que le poids là est perpendiculaire au déplacement. Donc, quelle qu'en soit sa valeur, comme il est perpendiculaire au déplacement, ça fait 0. Le travail du poids est 0 ici. Parce que le poids là est perpendiculaire au déplacement. S'il vous plaît, il faut regarder. Voilà. Donc, on demande quelle force est moteur, quel travail est moteur, quelle force travail est résistant et quel travail est nul. Donc, le travail de la force F1, vous voyez que le déplacement se fait dans ce sens et F1 est aussi dans ce sens. Donc, c'est son travail qui est moteur. Travail de F1 est moteur. Voilà. F1 aide au déplacement. Pour FD, par contre, la force est contraire, opposée au déplacement. Donc, le travail de FD est résistant car FD s'oppose au déplacement. Mais le poids, son travail est nul parce que le poids est perpendiculaire au déplacement. On est d'accord? Voilà. Ok, la durée 2 minutes 15 secondes. Vous convertissez ça à 2 minutes, vous multipliez. 1 minute, ça fait 60 secondes, non? Donc, 2 minutes, ça va faire combien? 120 secondes. Et les 15 secondes là, 120 plus et 15, ça fait 135, non? Voilà, 135. Donc, la puissance développée par chaque force, on prend l'énergie et c'est une énergie aussi, travail de chaque force divisé par le temps. Voilà. Donc, puissance mécanique égale à W, travail mécanique divisé par temps. Donc, puissance de la force F1, ça fait travail de la force F1, cette force, ce travail-là, divisé par le temps qu'on a converti ici, ça fait 150 secondes. Il faut faire attention. Travail divisé par temps.
vous allez avoir la puissance. Donc, pareil pour la force FD, travail de la force FD, divisé par le temps. Vous allez avoir la puissance de la force FD. Mais comme la force, le poids, son travail est nul, donc la puissance aussi sera nulle. OK? Voilà. Mais c'est toujours la même formule. OK? Donc ça fait la fin de l'exercice numéro 1. On va passer à l'exercice numéro 2 maintenant. L'exercice numéro 2 utilise cette figure-là. Vous avez vu que c'est un schéma qui illustre, on va dire, ça c'est un puits. Et là, vous connaissez déjà les noms de ce dispositif-là, je pense. Donc, SID, G nous donne G égale à 10 newtons par kilogramme. La masse volumique de l'eau égale à 1 kg par litre. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que 1 litre d'eau pèse 1 kg. OK? 1 litre d'eau pèse 1 kg. C'est ce que ça signifie. Masse volumique de l'eau. 1 litre pèse 1 kg. C'est ce que ça signifie. 1 kg par litre. OK, vous êtes averti. Donc, cet exercice-là possède deux parties. On va commencer par la première partie d'abord. La première partie, on a dit pour puiser 8 litres d'eau dans un puits. Donc ça, c'est un puits. Ça, c'est un puits. Et voici le niveau de l'eau. OK. Pour puiser 8 litres d'eau dans un puits, M. Traoré utilise le dispositif suivant, ces dispositifs-là. OK. Donc, on demande de donner le nom du dispositif, puis compléter le schéma. Donc, le nom du dispositif, on connaît déjà, c'est un trait. Vous avez vu ça dans le chapitre précédent, dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à revoir la vidéo. OK. Et deuxième point, on dit de calculer le poids de l'eau. Vous connaissez la formule du poids. mg. Ajouter H. Si vous ajoutez H à ça, ça va faire le travail du poids. OK? Voilà, le poids, c'est mg. Donc, représenter le poids de l'eau avec échelle 1 cm égale à 20 newtons. Donc, représentation graphique d'une force. Ça aussi, vous avez vu ça en quatrième, je pense. Donc, représenter les forces d'entrée FE et les forces de sortie FS. Écrire maintenant la condition d'équilibre du dispositif. Utiliser la condition d'équilibre pour déterminer la force d'entrée FE. On a L qui est égal à 40 cm. L, vous vous rappelez, L c'est bras de manivelle là, la longueur du bras de manivelle. R, le rayon du tambour qui est là. Donc ça fait 10 cm. OK? On va corriger ça. Donc le nom du dispositif, c'est un trait. Merci, réponse. Deuxième, on nous demande de calculer le poids. Le poids, c'est quoi? J'ai donné la formule du poids, ça fait M fois G. G, on a donné que c'est 10 newtons par kilogramme. Donc M, il faut calculer maintenant le poids de l'eau, la masse de l'eau. On a dit que c'est 1 kg par litre. Ça veut dire que 1 litre pèse 1 kg. Alors que M. Traoré, lui, il veut puiser combien de litres? Il veut puiser 8 litres. Donc, 1 litre donne 1 kg. 8 litres vont donner combien de kilogrammes? Vous faites 8 multiplié par 1 divisé par 1. Ça fait 8 kg, non? Voilà. Maintenant, vous prenez cette masse de 8 kg là, vous multipliez par les G. Parce que la formule du poids, c'est M fois G. Hein? Voilà. Donc, M qui fait 80, et M qui fait 8, multiplié par G qui fait 10. 8 fois 10, ça fait 80. Donc, c'est ça le poids. OK? Maintenant, on dit de représenter le poids à l'échelle 20. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que 20 newtons va donner 1 cm. Vous faites règle 3 encore. 20 newtons donne 1 cm. 80 newtons vont vous donner combien de centimètres? Donc, ça fait 80 multiplié par 20. 80 multiplié par 1 divisé par 20. Donc, ça va vous donner 4.
Hein? 20 newtons donne 1 cm. 80 newtons vont donner combien de centimètres? 80 fois 1 divisé par 20. Vous posez ça. Voilà, quand vous suivez la vidéo, vous pouvez utiliser votre feuille pour écrire. Donc, vous allez avoir 4 cm. Ça veut dire que vous allez représenter le poids là, poids de l'eau. Parce que là, c'est la pugette, c'est l'eau là qui est là. Donc, vous représentez, le point d'application, c'est au centre. Vous allez prendre votre règle ou votre équerre, en tout cas, mesurer 4 cm exactement ici. 4 cm. Représentation graphique. Ça, c'est depuis la quatrième. Donc, on a dit 1 cm représente 20 newtons. Donc, vous allez mesurer les 4 cm. Ça, là, ça doit faire 4 cm. C'est ce que ça veut dire. Vous mesurez ça et vous mettez le poids ici. Voilà. Donc, si vous ne faites pas la bonne longueur, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé la représentation. Voilà. Donc, on dit de représenter aussi la force FE, la force d'entrée et la force de sortie. Donc, la force de sortie, c'est juste ici l'opposé du poids là. Donc, si le poids fait 4 cm, celui-là aussi va faire exactement la même taille. Parce que c'est la même chose. Et la force d'entrée ici, la force d'entrée, normalement, elle est perpendiculaire au plan là. Au plan de notre vidéo ou notre écran. Ça fait que le poids ici là, et la force d'entrée là est difficile à représenter. Donc, souvent, il y a d'autres qui mettent juste un point. Mais vous écrivez ici quand même FE pour montrer. Et la condition d'équilibre maintenant, pour un trait, on a vu que c'est la force de sortie Fs, parce que la force de sortie est reliée au tambour. Donc Fs multiplié par rayon du tambour égale à force d'entrée multiplié par bras de manivelle. Donc c'est ça la condition d'équilibre. Donc en utilisant cette condition d'équilibre, on peut calculer facilement la force d'entrée. Donc vous tirez ici la force d'entrée. Ça va faire ça divisé par ça. Donc, force d'entrée égale à F, force de sortie fois rayon du tambour, le tout divisé par bras de manivelle. Force de sortie, c'est égal au poids encore, non? Voilà. Donc, ça fait 80. Par rayon du tambour, on a donné, c'était 10, non? Oui. Voilà. Bras de manivelle, je retourne un peu pour voir la valeur du rayon du tambour, là. Voilà. Ici, rayon du tambour, ça fait 10. Bras de manivelle qui fait 40. OK. On revient. Voilà. Les rayons de tambour, ça fait 10 et bras de manivelle, ça fait 40. Donc, ça sera 80 fois 10 divisé par 40. Voilà. Donc, c'est ça qui fait les 20. Ok, ça c'était la partie A. On va parler maintenant de la partie B. On dit, monsieur Traoré, là, il effectue 15 tours pour puiser l'eau. Voilà, 15 fois. Il va tourner ça là, 15 fois. Donc, il faut juste mettre en tête que si vous tournez votre manivelle 15 fois, le tambour aussi va tourner 15 fois. C'est comme ça. Hein? Vous tournez 15 fois ici, le tambour aussi va tourner 15 fois. Donc, c'est le même nombre de tours. C'est comme votre vélo, en fait. Nouvelle chose, la chaîne de votre vélo. Voilà. Le nombre de fois que vous pédalez, le nombre de tours que vous faites, c'est le même nombre de tours là que la roue arrière et la roue avant vont faire aussi. Voilà. Donc, le, le monsieur, il a fait 15 tours. Et les 15 tours là, il a fait ça en 1 minute 10 secondes. Donc, il a tourné le manuel là 15 fois en 1 minute, dans un temps de 1 minute 10 secondes. Donc, on demande de déterminer la profondeur H du puits. La profondeur là, combien de fois? Le fait de tourner 15 fois là, ça correspond à quelle longueur? C'est tout simplement ce que ça veut dire. Voilà. La profondeur H du puits. Après, maintenant, on demande de déterminer le travail mécanique.
Donc, si on connaît la longueur, c'est-à-dire le nombre de tours, vous avez vu la formule. Voilà. Le travail, dans le cas d'une rotation, ça fait F fois D pi R fois N, le nombre de tours. Voilà. Quelle est la nature du travail fourni par le poids de l'eau? Vous êtes en train de remonter, non? L'eau, non? Voilà. Quand il s'agit du poids, si vous entendez monter, c'est que le poids fournit un travail résistant. Ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Donc, on va essayer de... Après, on vous demande de déterminer la puissance. On va essayer de corriger ça aussi. OK. Première question, on nous a demandé la profondeur du puits. Puisque les trucs, c'est quoi? Bon, on a toujours la même chose, hein. Le poids, force de sortie, force d'entrée. OK. La profondeur H, là, c'est le nombre de fois que vous allez tourner, là. La longueur, c'est-à-dire le fil, la corde va s'enrouler autour du tambour, non? Oui, voilà. Donc, D pi R N, là, le nombre de tours, la longueur, là, vous vous rappelez, on a dit la longueur est remplacée par D pi R N dans le cas d'une rotation. Donc, ça équivaut à la longueur de la corde qui sera autour de votre tambour quand vous allez faire les 15 tours. Et cette longueur de corde qui s'enroule autour du tambour là va exactement correspondre à la longueur que vous avez remonté le seau d'eau. Et cette longueur que vous avez remontée là, ça correspond aussi à la profondeur du puits. Donc H égale à D pi R fois N. D fois 3,14 fois R. Le R là, attention, c'est le rayon du tambour, hein, parce que la corde ne s'enroule pas au niveau du bras du manuel. Donc le R là, c'est les 10. Voilà, multiplié par N qui est 15, nombre de tours. Vous allez trouver ça si vous avez bien fait le calcul. Donc le travail, on a dit que c'est F fois ça. F fois D pi R fois N. Donc le F, c'est quelle force? C'est toujours la même chose. On a trouvé la force en haut. On a trouvé la force d'entrée là en haut. Je retourne un peu en haut. On a trouvé, dans la première partie, vous avez trouvé la force d'entrée qui est 20 newtons, les gars. OK? Donc, cette force d'entrée là, c'est cette force là, les gars, et M. Traoré va utiliser, non? Voilà. Ah, mais ici, on vous demande le travail du poids, hein. Faut faire attention. On vous a pas demandé le travail de la force FE. OK, donc, autant pour moi. Donc, c'est le travail du poids, on vous a demandé. Le travail du poids, c'est toujours M fois G fois H. H, c'est ce que vous venez d'obtenir. 9,48 mètres. Voilà. M, le poids, vous avez, le M fois G, là, ça, c'est le poids. Et vous avez calculé ça dans la partie précédente. Hein? On a calculé le poids, hein? M fois G, là, c'est le poids, on a calculé. Je retourne pour vous montrer. Voilà, le poids, 80 newtons, on avait calculé. Donc, c'est les 80 là, en réalité, que vous allez prendre multiplié par les 9,48 là. C'est ça qui va vous donner ça, un joule. Ok, parce que le poids, les 80 là, c'est en newton et H, c'est en mètre. Ok. Et là, maintenant, on part au petit b, la nature du travail fourni par le poids de l'eau. Évidemment, j'avais répondu déjà, c'est un travail résistant. Parce que si vous êtes en train de remonter votre eau, quand vous entendez monter et remonter ce genre de truc, le poids va effectuer toujours un travail résistant. Toujours. Voilà. Un travail résistant car le seau monte. Ouais. Maintenant, la puissance mécanique développée, et puissance c'est W
divisé par temps, non? Voilà. Donc, vous levez le travail du poids que vous avez trouvé ici et vous divisez par le temps qui est combien? On a dit, il a fait combien? 15 secondes, hein? En 15 secondes. Voilà. Donc, les 15 secondes, vous n'avez pas besoin de convertir. Ça veut dire déjà en secondes. Et le travail en joule. Donc, vous allez trouver votre puissance en watts. S'il vous plaît. Ok. Je pense que c'est tout, hein, les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker. Il faut liker, s'il vous plaît. Partagez aussi avec vos amis. Et si vous avez des questions, il faut me contacter. Merci beaucoup. On se voit